La Russie est un pays immense. Quand le soleil se lève à l'est, minuit sonne à Moscou. Le nord est une zone glaciale, tandis que le sud est fleuri toute l'année. Près de 200 ethnies cohabitent dans cet État. Il y a un demi-siècle, de nombreux pays africains en lutte pour leur indépendance se sont appuyés sur le soutien soviétique. Mais depuis, il y a eu des changements. Qu'est-ce que les Russes d'aujourd'hui connaissent de ce continent? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Afrique? Que peuvent-ils lui donner? Afrique, le regard de Moscou. C'est la fête des étudiants de l'Université de l'Amitié des Peuples de Moscou. Cette université, fondée il y a 60 ans pour former les élites d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, porte le nom de Patrice Lumumba. Nous sommes des étudiants de première année. Chaque automne, le 1er septembre, arrivent à Moscou des étudiants originaires de 140 pays du monde. Et chaque année, l'Université de l'Amitié des Peuples accueille 1000 étudiants africains dont beaucoup veulent devenir médecins. Je m'appelle Elisabeth, je suis du Nigeria, je veux devenir médecin. Sur n'importe quel marché, l'important, c'est le rapport qualité-prix. Mercedes, c'est bien, mais c'est cher. Vous voyez, ça ne coûte pas cher de devenir médecin en Russie. Et pour être vétérinaire, ça l'est encore moins. Voici le centre de biologie. Nous sommes dans une salle de radiographie. La formation correspond aux standards mondiaux. Les laboratoires sont équipés d'une infrastructure médicale moderne. La Russie a ratifié la Convention de Bologne, de sorte que le diplôme russe est désormais reconnu dans le monde entier. J'aurai une belle carrière, parce que j'ai réussi mes études en Russie. Et je me vois devenir un médecin très riche. Vous voyez? Et il y a bien d'autres avantages à faire ses études en Russie. Regardez comme la Russie est variée. Voyez à quel point c'est un pays varié. Venez, vous allez voir la culture des différents pays du monde. Par exemple, on peut voir d'immenses richesses à Saint-Pétersbourg, le trésor de l'Ermitage, sa collection unique d'art mondial constituée sur 3 siècles par les empereurs russes. Et à Moscou, on peut admirer les beautés de l'art orthodoxe qui est venu de Byzance il y a 1200 ans. Chaque année, a lieu au Kremlin une procession en commémoration de Cyril et Méthode, les 2 moines qui ont créé l'alphabet des langues slaves, l'alphabet cyrillique. Mais si c'est précisément à la culture orthodoxe que la langue russe doit sa richesse, on trouve en Russie toutes les religions du monde, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Je ne pensais pas apprendre la langue russe et faire mes études en russe. 2 mois après mon arrivée en Russie, j'ai même songé à tout quitter et à rentrer chez moi. Mais quand j'ai compris que tout le monde voulait m'aider et que tout le monde était prêt à m'aider à surmonter les difficultés, alors je me suis décidé à rester dans ce pays. Ça fait déjà 27 ans que je suis là et je pense que je ne me séparerai sans doute jamais de la Russie. La moitié de nos étudiants africains font leurs études gratuitement. Les étudiants boursiers font non seulement leurs études gratuitement, mais ils sont en outre hébergés gratuitement dans les foyers. Et en plus, ils bénéficient d'une allocation de l'État. Précisons que c'est la même bourse que pour les étudiants russes. Aujourd'hui, la Russie se développe avec beaucoup de dynamisme. L'actuel président de la Fédération de Russie a donné des directives pour que le nombre de bourses pour les étudiants des pays en voie de développement soit doublé dans un proche avenir, pour atteindre 10 000 par an. L'enseignement gratuit est l'une des formes d'investissement russe dans l'avenir de l'Afrique.
En Afrique, tout le monde parle des langues différentes. J'ai commencé tout simplement avec la langue du Rwanda, où je suis né et où j'ai grandi. Après le Rwanda, je vais vous parler Swahili. Et en plus, toute l'Afrique reste colonisée. I wish you good luck, everyone who is living in Africa. Je vous souhaite bonne fête, bonne vie. Soyez les bienvenus à Russie. Il y a 20 ans, Damascène est arrivé en Russie pour faire ses études et il est tombé amoureux d'une jeune fille russe, Natacha. Ils se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg, à l'Institut culturel de Saint-Pétersbourg. Damascène venait du Rwanda, Natacha d'un lointain petit village de l'Oural aux environs d'Ekaterinbourg. Pendant 2 ans, le jeune Africain a fait une cour pressante à la jeune fille russe. Je l'ai rencontrée le 1er septembre et voilà. Et je me suis obstiné, je me suis acharné jusqu'à ce que je conquière son cœur. La galanterie, ça ne s'explique pas en 2 mots. La galanterie, c'est une histoire élégante. Je vous présente les fruits de l'amour russo-africain. Leur fille, Marguerite, fait ses études au collège. Leur fils aîné, Emmanuel, est étudiant à l'école radiotechnique supérieure. Leur cadet, Jean-Paul, est en 4e année de l'école secondaire. Quand est-ce qu'on est parti en Afrique? Oh, il faut s'en souvenir. Tout d'abord, c'est Damascène et Emmanuel qui sont partis, puis je les ai rejoints avec Rita. Pour moi, c'était logique. La femme doit suivre son mari, n'est-ce pas? Ainsi commença le bonheur africain. Pour la jeune fille russe, c'est un hasard mystique qui donnerait envie de croire au destin, même aux plus sceptiques. Dans mon enfance, j'ai fait du théâtre pendant 6 ans à la Maison de la Culture. Il y a une scène fameuse de Fifi Brin d'Acier où elle parle à ses amis qui lui demandent « Qui est donc ton père ?» Elle leur répond « Qui est donc mon père ?» Mon père est le roi des Africains. Eh bien, je jouais le rôle de Fifi, mais je n'arrivais pas à dire cette sacrée réplique. J'ai dû la répéter des milliers de fois pour réussir à la prononcer. Et quand j'ai rencontré Damascène, j'ai pensé, ça alors, quelle phrase prophétique? Un proverbe dit que pour comprendre l'âme d'un peuple, il faut prendre sa fille pour épouse. Apollon Davidson est l'un des plus grands africanistes de Russie. En Afrique, il a été responsable du centre de recherche russe de l'Université du Cap pendant plusieurs années. Il est également l'auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'Afrique et sur les relations russo-africaines. Nous pourrions parler longuement des premiers explorateurs de l'Afrique. Mais qu'ont-ils pu vraiment voir de l'Afrique? Sauf le respect que j'ai pour eux, il faut dire qu'ils ne connaissaient pas les langues aborigènes, pas plus que les coutumes et les traditions locales. Je vais vous dire quand et comment on a commencé à comprendre ces traditions et ces coutumes. Déjà quand ce sont des professionnels qui se sont chargés de cette affaire. Et chez nous, on a commencé d'abord par traduire en russe les contes. Et à travers quoi perçoit-on l'âme d'un peuple? À travers ces contes. Les contes des uns diffèrent de ceux des autres, qui ne ressemblent pas à ceux d'autres encore, lesquels sont encore différents des premiers. Je pourrais continuer. Je pourrais vous raconter encore beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes de toutes les grandes langues de l'Afrique. Les contes de presque tous les peuples africains, disons de la plus grande partie, sont traduits en russe. Et cela aide déjà à comprendre. À Moscou, nous avons une chaire d'africanistique à l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique. Nous en avons une également à Leningrad, à l'Université de Saint-Pétersbourg. À ma connaissance, les pays d'Afrique tropicale et d'Afrique du Sud n'ont pas de chaire d'études russes. Et c'est bien triste. Nous devons comprendre l'Afrique, et l'Afrique doit nous comprendre.
Les Russes connaissent peu l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique? Ce qu'on voit à la télé, c'est des safaris. Le téléspectateur voit des pygmées, des Maasai, un village, des cannibales. C'est ça pour lui l'Afrique. Et quand nous allons en Russie, on entend des choses comme « Qu'est-ce que vous recherchez là-bas » ? Il y a de la neige, il fait froid, les ours se promènent dans les rues, etc. Il ne faut pas créer des clichés. J'ai un très grand respect pour Nelson Mandela. Il a dit « Il est très important pour nous, la Russie et l'Afrique, de détruire ces montagnes d'a priori et de préjugés réciproques qu'on a accumulés. Et il faut lancer des ponts d'intercompréhension. Voilà ce qui devrait être le principal entre nos pays. » Mikhail Margelov est un homme politique connu. Sénateur au Conseil de la Fédération de Russie, il a animé avec ses collègues l'association de solidarité et de coopération avec les peuples d'Asie et d'Afrique. La Russie est une macropuissance. Nous avons des intérêts dans tous les coins du monde. Il n'y a pas de continent qui ne soit pas important pour nous. C'est lié à notre position géopolitique, à notre géographie et à notre histoire. Nous avons l'ambition d'être l'une des puissances les plus responsables de la paix dans le monde. Nous sommes conscients du poids de nos responsabilités. C'est pourquoi nous devons être amis avec tout le monde, y compris avec l'Afrique. L'amitié dans le monde d'aujourd'hui suppose une confiance mutuelle. La Russie a toujours aidé ses partenaires à rester des États indépendants, capables de faire respecter leur souveraineté. Aujourd'hui, nous nous rendons en Afrique du Sud, au Cap, où a lieu l'exposition « Parle anglais ». Nous représentons là-bas notre armement. Où les Africains peuvent-ils voir notre technique? Au Salon international de Nijni Tagil. On pourra voir un engin blindé en vol, le T-90 en vol. Quelle élégance! Il franchit les obstacles, tire et frappe juste. Nous ne coopérons pas avec les pays en situation de conflit avec d'autres pays, ce qui signifie que nous ne fournissons pas d'armes aux belligérants. C'est un principe qui ne souffre pas d'exception. Aucun État africain ne fait exception. Il y a une exposition de la marine de guerre à Saint-Pétersbourg. Il y a le Salon international Aviation Space à Joukovski. Les savoir-faire et les nouvelles technologies y sont présentés. En quoi les relations sont-elles particulièrement délicates dans le domaine technico-militaire? Nous confions nos armes et le pays qui nous les achète nous confie en retour sa sécurité. Comment un Africain du Rwanda s'est-il retrouvé dans un lointain village russe? Après sa licence, Damassen est parti en Afrique avec sa femme et ses enfants, où ils ont très bien vécu. Damassen a lancé un journal de sciences et techniques. Natalia a encadré la bibliothèque scientifique. Aujourd'hui, ils sont obligés de vivre à nouveau en Russie la vie des paysans. Pour quelle raison? La réponse est simple, ce sont des réfugiés. Ils ont fui la guerre au Rwanda.
C'est là que la guerre civile, la guerre interethnique a éclaté. Quand c'est arrivé, ma famille était là-bas. À l'époque, la population du pays s'élevait à 10 millions d'habitants. Il n'en reste plus qu'1 million. Tout le monde a fui et s'est réfugié à l'étranger. Nous avons été évacués grâce au ministère fédéral de la sécurité civile de Russie. Ensuite, quand nous sommes arrivés à Moscou, on nous a demandé où on allait, si on avait de la famille. J'ai répondu qu'on avait de la famille, la mère de mon épouse, et qu'on irait chez elle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Oural. De leur bonheur africain, il ne reste qu'une photo. La famille russo-africaine mène désormais une autre vie, celle des paysans de Russie. Je le chouchoute un tout petit peu, je lui fais des câlins. Il a longtemps sucé ma main, il la demande toujours, même s'il est déjà devenu grand. Voici nos pommes de l'Oural. Voyez combien on en a. Les pommiers ont beaucoup donné cette année. Mon Dieu, Damascène court avec un pot de miel. Qu'est-ce qu'il est content, qu'est-ce qu'il est heureux. C'est la récolte de cette année. Tiens, prends. Prends encore celle-ci. Je vous présente nos pommes de terre, des Scarlett, une sorte hollandaise. Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu aider? C'est une vie ordinaire à la campagne. Les revenus sont maigres, l'alimentation coûte cher. Et comme la famille est nombreuse, il faut y mettre les deux mains pour que tout le monde soit nourri. La magie africaine. Avec un tel optimisme, l'Africain se débrouillera partout. Je connais ces artistes depuis des années. Ils ont fait quelques tableaux sur commande. Je ne voulais pas trop d'ethnographie, ni surtout rapporter mon intérêt pour l'Afrique à l'étude d'un objet de musée quelconque qui n'aurait passionné que moi et un petit groupe de spécialistes. Il m'importe que tout ce que j'aime et connais soit accessible et compréhensible pour un large auditoire. L'ethnographe Elena Stroganova a organisé une exposition sur les chefs-d'œuvre de la peinture laquée d'Afrique orientale qu'elle a rapportée d'Afrique. Dans le monde entier, on appelle cette peinture gay Tinga Tinga, d'après le nom de l'artiste qui a inventé ce style fondé sur les traditions populaires africaines. J'aime offrir ces images à mes amis. Je leur dis de les accrocher dans la chambre d'enfant. Si l'enfant regarde cette image en grandissant, sa perception du monde sera heureuse, joyeuse. Ainsi, un artiste africain a-t-il dessiné un des centres culturels russes dans le style Tinga Tinga. Il y a quelqu'un qui apprend le russe, les musiciens du coin sont en train de répéter. Aujourd'hui, des centres culturels russes sont ouverts en Éthiopie, en Égypte, en Tunisie, au Congo, en Tanzanie. Dans ces centres, on organise des expositions, des concerts de musique classique, différentes fêtes, des conférences. On y trouve des bibliothèques. Beaucoup de pays en Afrique attendent l'ouverture de nos centres. Beaucoup de pays. On a les projets concrets d'ouverture de nouveaux centres, justement en Afrique, au Mali, en Angola, en Afrique du Sud, au Sénégal. Et probablement que cette liste va s'allonger. Que sont ces centres? Ce sont des instruments de la diplomatie populaire, vous voyez ce que je veux dire. Pour coopérer, pour avoir de bonnes relations, il faut se connaître, n'est-ce pas? La culture que nous avons, aucun autre pays au monde ne l'a. N'importe quel Européen le dira. C'est vrai qu'il y a des cultures de la vie quotidienne beaucoup plus développées que la nôtre, mais la vraie culture, la culture spirituelle qui compose la littérature, les arts, la musique, cette culture, personne ne l'a nulle part. Tout le monde comprend cela. Nous avons invité une compagnie de ballet classique. Qui a eu un grand succès. Voilà déjà 4 ans de suite que nous venons en Afrique orientale avec la remarquable compagnie de danse d'Anna Alexidze, qui s'appelle la couronne du ballet russe.
называется «Корона русского балета». Ce fut un succès triomphal. Причем все называют это большой. Tout le monde appelle cela le bolchoï. Une danseuse en tutu avec des chaussons à pointe, c'est tout de suite le bolchoï. En Afrique, le centre culturel est souvent le centre de tout. Il porte la culture mondiale, notre culture russe. Il soutient également la culture locale, les artistes et les musiciens indigènes. On a créé un spectacle musical très intéressant. Ils ont pris le conte du pêcheur et du petit poisson d'or de Pouchkine et ont intégré dans ce texte des chansons et des danses swahili. Ce fut le premier vrai spectacle de music hall dans l'histoire de la Tanzanie. Il a eu un grand succès, un succès éblouissant. Nous voulons aider les artistes, la culture du pays. Les artistes le comprennent et l'apprécient. Ils arrivent au centre culturel russe en demandant « Serait-ce possible ?» Bien sûr que c'est possible, les portes sont ouvertes et c'est gratuit. Et elle, c'est la maman de ce petit. L'Afrique, il fait très chaud là-bas. Il y a un éléphant, il y a un tigre, un lion, une girafe. En Russie, tous les enfants aiment probablement dessiner l'Afrique. C'est pourquoi le livre le plus aimé des enfants russes est, je pense, le conte du gentil docteur qui soignait les animaux en Afrique. Bien évidemment, les skinheads russes ont eux aussi lu les contes dans leur enfance, mais ils ne sont pas devenus gentils pour autant. Certains de ces individus ont été condamnés à des peines de prison de 4 à 10 ans pour l'agression d'étudiants noirs. Il y a des problèmes, et on le voit tout de suite dès qu'on allume la télé. C'est honteux, c'est intolérable de voir qu'en Russie on brutalise des étudiants africains. Malheureusement, la xénophobie et l'intolérance de certains groupes de jeunes sont les mêmes chez nous qu'en France, en Allemagne et dans les autres pays développés d'Europe. Chaque fois, on éprouve une grande honte quand ces skinheads méprisables surcompensent leur infériorité sur les êtres humains par une seule singularité, la couleur de la peau et la culture. Ça fait déjà 2 ans qu'on organise la leçon d'amitié. On va dans les écoles et on explique ce qu'est l'Afrique. Mais de la racaille et des skinheads, on en a quand même. Et c'est impossible de s'en débarrasser, parce que partout on a les mêmes problèmes. Ces problèmes sont monstrueux. Ils doivent plus que jamais être éradiqués par un sérieux travail d'évaluation du niveau de tolérance dans la société russe. Dans les années 90, les relations entre la Russie et les pays africains se sont refroidies momentanément. Pendant ces années si difficiles pour les Russes, on n'avait pas la tête à l'Afrique. La Russie s'est forcée de survivre. Tu vas faire les courses, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. On est payé avec 4 mois de retard. Et ton salaire, c'est quoi? On pouvait tout juste se payer du pain. Ces temps sont aujourd'hui révolus. La Russie est redevenue un État puissant et prospère qui peut soutenir ses amis africains. Elle accorde aux uns des remises de dette de plusieurs milliards et elle en aide d'autres, comme le Nigeria, à lancer un satellite de télécommunication. Aujourd'hui, l'Afrique s'est engagée, si on peut s'exprimer ainsi, dans une renaissance politique russe. L'Afrique du Nord a été conquise depuis longtemps par le business russe, par les militaires et la géostratégie russe. Je parle ici de la Libye et aussi de l'Algérie et de la Tunisie. Je crois qu'on assiste à un retour de la Russie en Afrique. La première expansion de l'Union soviétique en Afrique, c'était dans les années 60. Les années de l'après-guerre, l'époque des grands espoirs africains. L'Afrique a vu d'extraordinaires leaders apparaître. Les États ont accédé à l'indépendance. L'Afrique rêvait de se construire comme un nouveau continent, comme le continent qui donnerait une nouvelle direction au monde. Cette collection de papillons africains, Alexandre Prokhanov l'a constituée dans les années 80 lors de ses voyages sur le continent africain lorsqu'il écrivait
l'africaniste. Bien sûr, le monde se transforme sous nos yeux. Mais l'idée de justice triomphera malgré tout. Et bien sûr, la Russie porte en elle, comme aucun autre peuple aujourd'hui, cette ressource tragique et cher payée du travail équitable. C'est une ressource plus précieuse que les hydrocarbures ou l'eau potable. La justice, ce n'est pas seulement quelques lignes dans les manuels scolaires. C'est une loi fondamentale à la base de la création du monde, une loi universelle. C'est ce qu'enseignent les grandes religions. L'une de mes grand-mères était missionnaire en Afrique. Et les Africains venaient vers elle autant pour recevoir une aide morale que matérielle. La Russie est liée à l'Afrique par une amitié de longue date. C'est précisément l'Union soviétique qui soutenait les pays africains dans leur lutte pour l'indépendance. Je vais bientôt sortir à Londres un livre en anglais qui s'intitule « La guerre chaude et froide, l'URSS au sud de l'Afrique ». Ce livre montre pour la première fois quelle fut la réalité de notre participation, y compris militaire, dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid. On vient de publier les mémoires d'un certain Chester Crocker, conseiller auprès d'un secrétaire d'État des États-Unis. Dans son livre, il explique comment la diplomatie américaine a pu gagner la guerre froide dans le tiers-monde. Moi, j'écris que c'est exactement le contraire qui s'est passé, parce que partout, tous ceux qu'ils ont soutenus ont essuyé une défaite. Objectivement, ceux qu'ils ont soutenus n'y ont rien gagné, alors que ceux qui ont bénéficié de notre aide sont devenus premiers ministres, présidents ou autres. Tous ceux que nous avons soutenus sont actuellement au pouvoir. La question de savoir ce qu'ils ont fait de ce pouvoir est un autre sujet, mais en fin de compte, ils en ont fait plutôt bon usage. L'Union soviétique a laissé un bel héritage à l'Afrique. Des industries, des voiries, des réseaux, ou encore un institut d'océanographie en Guinée, et des milliers de spécialistes divers formés en Union soviétique. Nous avons créé un programme spécial pour faire des études dans des centaines de pays du monde, pour déterminer de quel type de spécialiste tel ou tel pays aurait besoin dans la perspective de son développement. Ils peuvent avoir besoin de géologues ou de médecins pour qu'une fois leurs études terminées, ils puissent trouver du travail, être demandés. Il nous importe que les étudiants africains retournent dans leur pays. Au-delà du mot internationalisme, nous leur apprenons l'idée du patriotisme. Nous leur disons qu'ils doivent être les patriotes de leur pays. Nous vous préparons pour servir votre peuple. C'est pourquoi vous devez rentrer chez vous. Je serai un bon fonctionnaire pour mon pays. Je serai un bon spécialiste et un bon ambassadeur de la Russie au Gabon. Car je suis très reconnaissant. C'est grâce à la Russie que je suis le spécialiste que je suis devenu. La centrale hydroélectrique d'Assouan, en Égypte, a été construite avec le soutien de l'URSS. C'était une période de romantisme dans les relations internationales. L'Union soviétique construisait des installations pour ses alliés politiques, sans penser aux dépenses ni aux bénéfices. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et l'Afrique sont pragmatiques. Elles sont basées sur des intérêts économiques réciproques. Je doute qu'on puisse calculer aujourd'hui le nombre de containers qui transitent entre la Russie et l'Afrique. C'est pourquoi on devrait plutôt parler non pas de l'accroissement des flux de marchandises, mais de l'arrivée des investissements russes en Afrique, de la création de nouveaux emplois. Il faut dire que les compagnies russes payent des impôts dans les pays africains, élèvent la qualité de vie dans les pays africains, favorisent la modernisation des sociétés africaines. Les compagnies de pétrole et de gaz russes ont déjà l'expérience des problèmes de modernisation des sociétés traditionnelles. Rendons-nous dans le grand nord de la Russie, où vivent les éleveurs de rennes, la population autochtone du nord. Loin de la civilisation, dans ce climat rude, ils préservent depuis des siècles leur mode de vie traditionnel. Ils vivent dans les tchoums. Je ne connais pas moi-même l'âge de cette tchoum. Elle est à mon père, je suis né ici. Seuls les vêtements en peau de renne peuvent protéger des froids du nord. Ils sont fabriqués à l'ancienne. Avec un peu de chance, vous aurez un manteau de fourrure d'ours. Quand les pétroliers sont venus dans le nord, la vie dans la toundra a brusquement changé.
Chaque ouverture d'un complexe industriel signifie en même temps un nouveau virage dans le destin des peuples autochtones du Nord. On construit pour eux des cités modernes où les bâtiments rappellent l'habitat traditionnel des éleveurs de rennes. Et l'on trouve à l'intérieur de ces tchoums en briques tout le confort de la civilisation. Pourtant, les traditions millénaires perdurent dans les tchoums modernes. Les vieux enseignent les danses nationales aux plus jeunes. Et pendant que les enfants dansent, l'âme du peuple continue à vivre. Chaque peuple a son rythme, chaque peuple a son tambour. Je pense que l'Afrique doit s'aider elle-même. Et pour notre part, nous devons l'aider à s'aider par elle-même. Au Nigeria, la situation est très tendue. En dépit d'une extraction pétrolière énorme, il y a pénurie d'essence sur le marché intérieur. Notre objectif stratégique est d'aider les Nigériens à créer des raffineries de pétrole. À part nous, il n'y a personne qui voudrait le faire, parce qu'à part nous, il n'y a personne à qui ce serait utile. Je pense que nos intérêts sont amenés à se développer. Au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Ghana, c'est-à-dire dans les pays qui produisent des produits agricoles. La Russie est le premier pays du G8 qui ait supprimé les taxes agricoles. Importez autant que vous voulez. Aujourd'hui, les compagnies russes ont de grands projets d'investissement en Afrique. L'hydroélectricité et les diamants en Angola, par exemple, les bauxites en Guinée et au Ghana, les minerais ferreux au Libéria, le pétrole en Algérie, en Côte d'Ivoire et au Ghana, une usine d'aluminium et un complexe métallurgique au Nigeria, en Afrique du Sud, l'or, le pétrole, la construction d'une centrale atomique. Il s'agit ici de projets communs, d'entreprises mixtes. À mon avis, nous assistons à l'apparition d'une nouvelle synergie. La Russie est un nouveau marché émergent, l'Afrique est un nouveau marché sur le point d'émerger, c'est pourquoi nous sommes très intéressants l'un pour l'autre comme deux organismes en voie de développement, c'est évident. Face à l'un des plus grands problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, celui de la pauvreté énergétique, la Russie propose une solution originale. Une centrale atomique flottante russe pourrait fournir l'énergie de n'importe quelle installation. Par exemple, dans le cas des plateformes pétrolières offshore, le bateau russe produit de l'énergie électrique et la transfère sur la sonde par des câbles. La centrale flottante russe est ici sans concurrence. L'infrastructure extérieure n'occupe qu'un demi-hectare. Je peux vous la montrer de près. Les mêmes piles atomiques sont installées sur les centrales atomiques russes, sur les bateaux brise-glace et les sous-marins. Elles sont l'équivalent de plus de 7000 années de réacteurs. On peut compter dessus pendant des siècles. Nous proposons un cycle de maintenance complet et fermé. La partie russe assure le contrôle permanent de la sécurité de la centrale. Elle assure également l'approvisionnement en combustible nucléaire et l'exportation des déchets. Aujourd'hui, plusieurs pays, y compris sur le continent africain, sont intéressés par la construction des plateformes pétrolières offshore russes. Notre avantage est de pouvoir proposer une énergie à un prix bien inférieur à celui du marché. En plus, en exploitant les ressources de la station flottante, nous sommes capables d'assurer les besoins de l'île en eau douce. Grâce au savoir-faire russe, n'importe quel pays africain pourra bénéficier quotidiennement de plus de 200 000 mètres cubes d'eau potable. Le désert se transformera en oasis florissant. L'électricité, c'est un gage pour l'avenir. L'Afrique possède un énorme potentiel. Là-bas, en fin de compte, beaucoup de choses manquent. Il y a beaucoup à développer. Là-bas, c'est à toi de gérer la situation. Tu peux construire, inventer, développer. C'est la région du monde la plus sauvage. On ne s'ennuie pas en Afrique. Mais en Russie, l'Africain ne s'ennuiera pas non plus. Quand les étudiants africains arrivent en Russie pour y faire leurs études, ils imaginent mal le pays où ils passeront plusieurs années. C'est impossible d'expliquer à un Africain ce que c'est que la Russie. Pas possible.
Comment voulez-vous leur parler des Valenki s'ils doivent d'abord comprendre ce qu'est la neige? Les Valenki sont des chaussures en laine, des bottes de feutre. Ce sont les seuls qui tiennent suffisamment chaud quand le froid sévit. Ce sont des vêtements pour l'hiver russe à la campagne. Mais cette pelisse de mouton retournée protège aussi notre ami en ville. Auparavant, on achetait aux étudiants étrangers un équipement complet dès leur arrivée. On les emmenait dans un magasin où on les habillait de la tête aux pieds. On leur donnait des sous-vêtements d'hiver, des vêtements et même des chapkas qu'ils voyaient là pour la première fois de leur vie et qu'ils ne savaient pas mettre. À l'Université de l'Amitié des Peuples est conçu spécialement un système d'adaptation des étudiants étrangers à la réalité russe. Car ils entrent dans une autre civilisation et peuvent avoir un choc culturel. Il est évident qu'on peut avoir un choc. Sur le lac Baïkal, comme dans le village où vit Damasen, la température habituelle en hiver est de moins 30 degrés. Il fait beaucoup plus chaud dans le réfrigérateur où la température atteint 0. Mais quand il fait un pareil froid, les Russes plongent dans les trous de glace en mémoire du baptême du Christ dans les eaux du Jourdain. L'Église orthodoxe est présente en Afrique aussi, en Éthiopie par exemple. Mais pour un Africain, il est inimaginable de se faire baptiser à la russe. Pour cela, il faut être né en Russie. Pour laver ses péchés. Tu as beaucoup de péchés? Beaucoup. Un nouveau site sur l'Afrique a été créé récemment sur l'internet russe. Les Russes peuvent y découvrir l'histoire, les traditions, les populations, les événements intéressants du continent africain. Sur www.africana.ru, on peut lire en épigraphe que tous les braves gens aiment l'Afrique. Il suffit de visiter une fois l'Afrique profonde pour en tomber immédiatement amoureux. Quand je prends l'instrument dans mes mains, je sens que je deviens tout à fait un autre. Quand j'étais en Afrique, je jouais du tam-tam toute la journée avec d'autres Africains. J'ai une formation de technicien supérieur en informatique. Jouer du tam-tam, c'est mon hobby. C'est ce qui me permet de sortir de la routine dans laquelle nous plonge la civilisation. Vers 9h, boulot, à 6h, métro, etc. Ma famille regarde d'un bon œil le fait que je joue du tam-tam. Pavel a décidé de transmettre son amour de l'Afrique aux autres en ouvrant à Saint-Pétersbourg une école de tam-tam. Quel bonheur, une vraie joie. Ça me procure un immense plaisir. Si on écoute les battements de son cœur, on entend le même rythme. Côté tempérament, les Russes ne cèdent en rien aux Africains. Et voici sur la place rouge un célèbre groupe de Cosaques du Kouban. Et voici les danseurs d'un groupe de la République des Adigés. Tous dansent avec la même passion. Alors, on peut faire des paris avec les Africains. Quels tambours font le plus de bruit? Ceux d'Afrique ou ceux du Caucase? Les guerriers du Caucase ont toujours été reconnus pour leur bravoure. Les empereurs russes les prenaient comme gardes du corps et confiaient leur vie à ces montagnards. Ici, ce sont des cavaliers du régiment présidentiel. Leur tenue de parade a été fabriquée sur le modèle des anciens uniformes de la garde de l'empereur. Voici la garde d'honneur.
Cette aisance de virtuose est trompeuse. Une carabine pèse 5 kilos. Cette fête, Krymlovskaya Zoria, réunit les meilleurs orchestres du monde. Les organisateurs regrettent que les musiciens d'Afrique ne soient toujours pas encore représentés. La Russie, c'est vraiment une grande puissance. Je pense qu'on peut y vivre éternellement sans jamais la connaître. Voici encore une chose que l'Afrique a hérité de l'Union soviétique. Les couples mixtes. Ce merveilleux tissu de relations humaines. C'est ma maison, là où je vis. Qu'est-ce que je suis bien ici. Construite par un marchand il y a un siècle, la maison de Damascène n'est pas une maison ordinaire. Elle abrite désormais une famille, car une jolie fillette est née de cette union russo-africaine. Je voulais absolument avoir une chambre rose. J'en ai parlé à ma mère, on a travaillé un peu ensemble, et voilà donc ma chambre toute blanche et rose. Rita ne se souvient pas de l'Afrique. Elle était toute petite quand ses parents ont fui la guerre du Rwanda. Mais cette chambre rose pourrait être la mémoire génétique du paradis africain perdu. Natalia, elle, se souvient de l'Afrique, elle ne l'oublie pas. Tous ces petits singes qui courent là-bas, tous ces grands arbres fleuris, ils créent une ambiance de beauté, de confort, de chaleur. Là-bas, il faut vivre et se réjouir. Nous avons littéralement vécu dans un parc en fleurs. C'était le paradis, je dirais le paradis terrestre. Cette photo a été miraculeusement sauvée de la guerre et c'est le seul souvenir du bonheur africain. La guerre est finie, mais la politique est restée. Mais un jour, le jour où le miracle se produira, je ne pourrai pas résister. Je ne pourrai pas résister parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est la mère patrie, je l'adore. Tu sors de la maison, tu cueilles une banane, tu la manges, tu continues à marcher, tu trouves une noix de coco, puis un avocat. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de gel, uniquement du soleil et de l'air pur. C'est magnifique.